Salut à tous, ici Yann Darwin, finance et investissement, mais pas chiant. Aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume. Salut Yann, Salut à tous. Ça va et toi? Cool. Bon, tu l'as sûrement déjà vu. Guillaume, si tu ne le connais pas, mon associé au sein de Great Bull, président du groupe, qui m'accompagne souvent sur des vidéos et notamment quand on parle de bourse. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Visiomed, ticker ALVMG. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne. Le lien est un petit peu partout autour de cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est une action sur laquelle on est investi. Et j'avais fait une petite étude de cas pour partager pourquoi, comment. Et depuis, ça a pas mal évolué. Le stock a doublé. Et surtout, il y a plein de news qui se passent, dont l'ouverture d'un deuxième centre. On ira visiter juste après. Mais d'abord, on va expliquer un petit peu pourquoi, comment. Pourquoi, justement? Parce que j'ai eu plein de questions, notamment dans les commentaires de la dernière vidéo et aussi en message privé, où on nous demandait quels sont nos objectifs sur le stock, pourquoi est-ce qu'on l'a acheté, est-ce qu'on est long-termiste, court-termiste, quand est-ce qu'on vendra, et comment notamment on a fait les projections pour savoir, pour avoir nos objectifs tout simplement. Ouais. Donc c'est tout ce qu'on va tenter de partager. T'es chaud? Super chaud. Ok, alors on fait ça rapidement et après on ira visiter le centre, qu'on ne soit pas en retard parce qu'il y a en effet l'ouverture du deuxième centre. Juste avant qu'on commence, comme d'habitude, disclaimer, c'est obligatoire. On te présente notre vision sur ce stock. On n'est pas en train de te dire de l'acheter, c'est à toi bien sûr de te faire tes propres recherches. Ne prends pas ce qu'on dit pour argent comptant. En plus, c'est un très bon exercice tout simplement de vérifier, de se poser ses propres questions avant d'investir. On doit également dire que bien sûr, on est actionnaire dans cette entreprise-là. On détient des participations, une participation relativement importante. Et pour être complètement transparent, parce qu'on aime bien ça chez Green Bull, on a 10 millions d'actions. Voilà, 10 millions d'unités, tout rond, c'est facile comme position. Donc en effet, on est des actionnaires un petit peu significatif parce que ça commence à être une position qui est intéressante et forcément, étant donné que on a pas mal de billes dans cette société, on la suit également de près et l'idée du jour, c'est de voir où est-ce qu'on va. Vaste programme. Ouais, allons-y. Allons-y. Alors, on a quelques points à voir avec toi. Le premier point, ce qui s'est passé sur cette entreprise, j'expliquais lors de la précédente vidéo, c'est globalement un retournement. Pour faire très simple et très condensé, avant, il y avait un management qui n'est pas le management actuel. Il y avait d'autres gens qui, globalement, n'étaient pas très bons, sans animosité aucune, mais les faits ont montré que la boîte était en perte de vitesse, perte d'argent, tout se passait mal. Et maintenant, il y a un nouveau management avec un nouveau plan opérationnel, avec un nouveau business plan, et on va en parler aujourd'hui parce que les chiffres nous intéressent, qui délivre. En tout cas, on se demandait, et nous, et le marché, et tout le monde se demandait, normal, quand il y a un nouveau management, est-ce qu'ils vont être bons, est-ce qu'ils délivrent? Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Et pour l'instant, il faut avouer qu'ils tiennent leurs promesses. C'est aussi ce qu'on va voir ensemble. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est leur profil. Ouais. Ce qui nous intéresse avec le management encore, en effet, comme le disait Yann, c'est quand il y a un retournement et forcément il y a un nouveau management, la grande question, c'est quelle est l'équipe derrière. Ouais. Et ce qui nous plaît avec ce management-là, c'est que ce sont des financiers, mais avec un parcours entrepreneurial. Et le fait qu'ils aient justement, avec un côté entrepreneur, ça veut dire qu'ils ont quand même envie de créer quelque chose, ils ne sont pas juste là pour un profit, faire un coup à court terme, mais qu'ils sont vraiment là pour créer une boîte, l'amener dans une autre dimension. Et du coup, forcément, l'analyse derrière avec Yann, les autres associés, quand on prend des participations dans une société comme celle-ci, c'est de savoir se dire, OK, on nous raconte une belle histoire, on nous dit, OK, on annonce 10 centres, on annonce un BP ambitieux avec une volonté de retourner l'entreprise, de dire, voilà, ça va faire X ou Y. Et à court terme, on va ouvrir de nouveaux centres. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que justement, ils avaient annoncé donc forcément l'ouverture de volonté d'ouvrir 10 centres. Il y en a un deuxième qui a ouvert et qui a été annoncé, là, on a la communication qui a été faite récemment et qu'on va aller visiter juste après. Et peut-être Yann, par rapport à ça, tu peux réexpliquer tout à fait. Pourquoi un centre c'est si important, parce qu'on peut se dire… Et ce que fait l'entreprise, etc., pour les gens qui n'ont pas suivi. Mais en effet, tu l'as très bien dit, ce qu'attendait le marché, ce qu'attendaient les gens, c'est de voir est-ce que ce qu'ils disent va se passer. Parce que quand tu as des nouvelles personnes qui arrivent, un nouveau management, est-ce qu'ils sont en train de survendre ou de proposer un BP un peu trop ambitieux par rapport à ce qu'ils réalisent. Et c'est ça, nous, ce qui nous intéresse en tant qu'investisseurs. Et je pense que c'est ce qui doit t'intéresser en tant qu'investisseur, pas forcément sur cette boîte d'ailleurs, mais sur tout type d'investissement, c'est de se dire, OK, est-ce que l'histoire qu'on me raconte, elle est réalisée? Et est-ce qu'elle se réalise au fur et à mesure du temps? Juste, je fais une toute petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait cette boîte? Parce qu'il y a des gens qui ne la connaissent pas. Ce qu'elle fait, alors aujourd'hui, dans le passé, elle a fait des trucs qui ne marchaient pas, ancien management, et aujourd'hui, elle fait des centres médicaux. Okay,
Et notamment ici à Dubaï. Alors c'est une boîte française qui est cotée en bourse en France, mais qui a des activités sur plusieurs pays. En France historiquement, et la nouvelle activité est ici sur Dubaï. Et ces fameux centres médicaux, c'est quoi? C'est des centres où tout simplement tu vas faire des analyses médicales, etc. Tout un screening, tu peux faire des radios, des prises de sang, etc. Et c'est très utilisé ici pour les visas. Parce que quand tu as besoin de faire un visa, que ce soit un nouveau visa ou un renouvellement de visa, c'est tout simplement obligatoire d'aller faire un screening médical. Et puis tu peux aussi y aller pour faire un screening médical parce que tu as besoin de prise de sang, etc., etc. Et la particularité de ces centres-là, c'est qu'ils sont très tech. On le verra après quand on ira visiter. Tu es accueilli par des robots, ça va super vite. Les infirmiers et les infirmières sont très rapides parce qu'ils sont assistés par de l'IA, par des ordinateurs, etc. Et bref, par rapport à la concurrence, parce que les centres médicaux, ça existe depuis toujours, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins cher et du coup, ça permet de traiter beaucoup plus de volume et c'est un petit peu l'usine, c'est très efficace. Et vu que c'est très efficace, forcément, ça génère plus d'argent. Et ils sont propriétaires de cette technologie et de ce concept-là et de cette marque-là qui s'appelle Smart Salem, qu'on ira voir. Et le but, c'est de multiplier les centres. Il y en avait un premier qui existe déjà, qui tourne, qui marche bien, on va voir les chiffres après. Ils en avaient annoncé un deuxième qui devait ouvrir fin août. Et on va aller le visiter, il se trouve qu'ils auront délivré, il est ouvert. Et dans leur business plan qu'on va éplucher après pour justement déterminer notre objectif de cours, pour savoir qu'est-ce qui nous intéresse en termes de hausse du titre, ils en visent 10 dans leur business plan, en tout cas uniquement sur les Émirats, avec en plus un développement à l'international sur les pays, tous les pays du Golfe qui sont autour, voire même un développement également France plus Europe. Donc, je pense que c'est plutôt bien résumé. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, c'est très très bien résumé. On nous demandait, et j'en reviens, quel est notre objectif? Aujourd'hui, l'action se situe aux alentours de 0,30, 0,40, ça fluctue suivant les jours. Donc c'est une action qui est pas chère, c'est ce qu'on appelle un penny stock, un stock qui est très bas, avec un market cap qui est également très bas, pareil, qui fluctue, qui va être, on va dire, aux alentours de 100 millions, 110 millions, 120 millions de market cap. Donc c'est un stock qui est bas, c'est une entreprise qui est très peu connue. Alors 100, 110 millions, ça paraît énorme comme entreprise, mais finalement on parle d'une boîte cotée. Une boîte cotée, 100, 110 millions, c'est toujours une petite boîte. Même une boîte à 1 milliard, c'est toujours petit. Les boîtes en bourse... Une small cap, ça commence à 2 milliards. Donc on est encore dans la micro cap, on n'est toujours pas dans la small cap. Et puis après, on sait tous, il y a des boîtes 50 milliards, 100 milliards, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse aussi sur ce trade-là, sur cet investissement, parce qu'on n'est pas sur un trade, on est plutôt sur un investissement long terme, c'est d'accompagner le plus possible la boîte vers sa vision de grossir. Tout simplement, c'est le principe d'un investissement. Est-ce qu'on peut parler des chiffres? Juste très rapidement. J'ai parlé des centres. Je vais aller faire les dessins sur l'iPad, je sais que les gens aiment bien. J'ai parlé des centres. Donc un centre, on va s'intéresser à ce qu'il génère. Okay, donc vous le verrez, je mets le lien également du business plan et des annonces qui ont été produites par le management et des documents officiels. Ce qu'on voit, c'est qu'un centre va générer entre 6 à 7 millions d'EBITDA par an. Okay, sauf que la beauté des choses, et la beauté de Dubaï et la beauté finalement du levier fiscal qu'il y a ici pour les entreprises qui sont domiciliées ici, c'est qu'il n'y a pas d'impôt tout simplement. À Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Donc l'EBITDA, c'est quasiment du bénéfice. Il peut y avoir un peu d'amortissement, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas d'impôt. Et ce qui fait baisser l'EBITDA, en très grande partie, c'est les impôts. Donc en faisant un raccourci, on peut dire que chaque centre va générer 6 à 7 millions net finalement de bénéfices. Et donc de cash flow, bottom line. Ça veut dire que chaque nouveau centre fait rentrer 6 à 7 millions par an dans l'entreprise. Et ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que du coup, c'est assez simple à calculer des objectifs. On nous dit qu'un centre, c'est 6 à 7. 2 centres, forcément, c'est 2 fois ça. Et là, le deuxième vient d'ouvrir, donc c'est positif. Et eux, ils en visent 10 à moyen, court terme. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, OK, sur ce business plan, à combien sera le titre demain? À combien sera le cours? Comment le marché va évaluer ça? Parce qu'on le sait très bien, le marché, il price le futur. 10 centres, on peut tout de suite faire une projection, quoi. Ça fait entre 60 et 70 millions d'EBITDA, et donc à peu près quasiment la même chose, suivant les réinvestissements, etc., de bénéfices et de cash flow. Donc après, on se dit quels sont les multiples, quoi. Si l'entreprise génère 60 à 70 millions nets, on peut regarder les entreprises comparables et regarder leurs multiples, c'est-à-dire à combien elles sont valorisées. Et on voit que les multiples se situent entre x10 jusqu'à x30. On est dans cet intervalle-là.
C'est-à-dire que ces entreprises-là vont être valorisées 10 à 30 fois ces chiffres-là. Donc très rapidement, on va être à entre 600 millions de market cap et 6 x 3, 18, 1,8 milliard. Et là, très rapidement, ça nous donne un objectif de cours. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'astrophysique, on se dit voilà, combien la boîte elle rapporte, 10 centres, combien elle rapportera demain, et les comparables, combien est-ce qu'ils sont évalués, on est entre 6, ça nous emmènerait entre 600 millions et 1,8 milliard de market cap. Aujourd'hui, on oscille entre 100, 130 millions de market cap. Donc ça veut dire 1 x 5, 1 x 6, 1 x 7, jusqu'à 1 x 15, 16 de multiplicateurs sur le stock. Donc, le but du jeu, c'est pas de se dire ça va faire x10, x20 parce qu'on n'en sait rien. On est sur du potentiel. Que ça soit un x5, un x7 ou un x11 finalement, ou un x15, bottom line, c'est la même chose. Bottom line, demain, ça vaudra plus cher qu'aujourd'hui. La question à se poser, c'est est-ce que le marché a compris ça? C'est ça qui nous intéresse. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et il y a comprendre ça sur le fait en effet que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le management soit de confiance et délivre des promesses à l'heure. Donc le fait qu'il y ait un deuxième centre ouvert, c'est un élément important. La deuxième, c'est la compréhension sur le marché de Dubaï. C'est-à-dire Dubaï reste encore un marché qui est controversé. Donc nous, pour y être, forcément, c'est plus facile pour nous. Mais un business comme Smart Salem, nous, tout de suite, ça nous a intéressé. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de péage, en fait. C'est-à-dire dès qu'on a besoin d'un visa, on va avoir besoin d'un visa, de faire un test médical. Et du coup, forcément, on va passer par des systèmes comme Smart Salem. Bon, il y a d'autres systèmes, sauf qu'ils sont beaucoup plus lents. Ils sont beaucoup plus humanisés. On fait la queue. Des choses comme ça, avec Smart Salem, ça prend combien de temps? Je crois que tu l'as fait, toi, à travers. Moi, je l'ai fait, ouais, je l'ai fait quand j'ai renouvelé mon visa. Ça m'a pris, j'ai halluciné, en fait. Je me suis fait accompagner parce que, alors, il y a des on ne savait pas à l'époque qu'on allait prendre des participations. Ouais, on ne savait pas qu'on allait prendre des participations dans la boîte. Je me suis fait accompagner parce qu'ici, il y a toujours des services VIP à Dubaï. Donc, tu te fais accompagner par un mec dans les administrations, etc. Ça t'évite de faire la queue, tu vas direct au bon guichet, etc. Tu gagnes du temps, en fait. Et donc, j'y suis allé, le mec, il m'accompagne, etc. Il m'emmène. Je passe dans une cabine, je vois un robot, je clique, machin, etc. Je suis franchement en 10-12 minutes, j'avais tout fait, j'étais ressorti et je dis au gars, mais c'est tout? Bah oui, c'est tout. C'est vraiment super efficace. Et je l'avais fait la fois d'avant sur ma première demande de visa dans un truc classique, un petit estanco à l'ancienne, quoi. C'était pas la même expérience client. Non, ça prend plus de temps. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait pour l'instant et c'est plus long. C'est un peu plus relou. C'est beaucoup plus relou. Donc on est sur un business qui est super intéressant parce que du coup, le fait de prendre des parts de marché comme ça et se situer, le deuxième centre, il est à DFC. Donc DFC, c'est pareil, c'est une très très bonne localisation, il est très bien placé, donc du coup il va y avoir beaucoup de passages et théoriquement il est même supposé générer un peu plus, on va dire, il est plus grand. Il est plus grand et plus de passages. Donc dans l'idée on pourrait se dire, tiens, ça va être optimisé. Donc ce que je trouve intéressant, c'est le management qui fait ce qu'il dit pour l'instant depuis le départ et qui semble être légitime et qui délivre les promesses. Ça, pour moi c'est un premier point avec Yann de validation. La deuxième, c'est la lisibilité du business plan, c'est-à-dire se dire ok, on a un centre, deuxième centre, donc là on va pouvoir très rapidement confirmer. Est-ce que le deuxième centre, il prévoit comme prévu autant d'EBITDA? La troisième, c'est le fait que, comme la Yann l'a très justement bien précisé, un centre, c'est de l'EBIT qui, chez nous, le fait que ça soit basé à Dubaï, ça soit net. Ce qui fait que ça fait quand même un delta de 25%. Si on part sur le fait que, par exemple, si la France, c'est que la société a une capacité de réinvestissement de 25% du coup sur l'EBIT qui du coup est net, qui est généré. Ce qui paraît qui donne une grosse capacité à la société de pouvoir avancer. Et le quatrième point, c'est le fait de pouvoir avoir une géographie, on va dire, en termes d'activité, où il y a tout le golfe sur lequel elle est en train de s'étendre, mais également le fait d'avoir des activités historiques comme BeWell Connect, où elle va chercher à se diversifier également d'un point de vue géographique, en essayant de prendre des parts de marché également en Europe. Donc on est sur un play où, encore une fois, ça reste qu'un investissement qui est risqué, puisque tout ce qu'on est en train de vous expliquer, la société ne l'a pas encore réalisé. Elle est en train de le réaliser. Donc forcément, nous, l'idée qu'on a, et ça reste bien sûr un penny stock, une micro-cap, le niveau de risque est maximal, c'est pour ça que les institutionnels ne sont pas encore sur ce type d'investissement-là. Mais tout le pari pour nous est justement de se dire, ok, si cette société délivre comme prévu, le marché va commencer à comprendre, va commencer à pricer justement toute cette compréhension autour de cette société donc qui fait ce qu'elle dit, et puis oui, c'est plus rien à voir avec le nouveau management, il y a un vrai projet d'entreprise avec un vrai business plan et plein de choses. Est-ce que il va le comprendre et va l'accompagner, et à ce moment-là, dès qu'elle va atteindre des plus grosses valorisations, forcément, des institutionnels, donc avec du plus gros argent, vont chercher à rentrer et se positionner. Maintenant, c'est à quel prix ils vont chercher à s'intéresser à ça, et au moment où ils vont rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, si demain, l'institutionnel paye autour du milliard de valorisation, par exemple,
dans le calcul de Yann. Et il intervient, je ne sais pas, quand on a ouvert par exemple 5 centres, il se dit ok, là maintenant ils sont sérieux, il y a eu un premier résultat, une deuxième résultat, chaque année les profits suivent par rapport au nombre de centres annoncés, on va commencer à s'intéresser à investir dans ce stock. Il va avoir un objectif lui aussi de vouloir à de multiples. Donc le risque-rendement proposé sur ce trade-là, pour nous, dans cet investissement est vachement intéressant. Et c'est aussi quelque part un risque pour nous de partager de façon transparente un petit peu les différents investissements qu'on fait, puisque c'est toujours très facile, je trouve, de venir se présenter sur Internet en montrant un x10 qui a été réalisé. Mais après coup. Mais après coup, et dire voilà, regardez comment on est trop fort. Et très différent de venir avant et de vous présenter, encore une fois, c'est tout le but de Green Bull, de présenter les investissements qu'on fait, nos expositions, pourquoi on le fait. Donc ça reste un investissement très spéculatif. Par contre, en termes de risque-rendement, il nous plaît pour l'ensemble des raisons qu'on vous a données. Et il y a des éléments surtout fondamentaux aujourd'hui qui fait que, voilà, encore une fois, si on prend 600 à 1,8 milliard, en termes de calcul, juste pour qu'on ait un exemple de prix de l'action hors dilution future qu'il puisse y avoir avec les BSA, on a donc 600 divisé par 105, je crois, le prix de l'action. Donc on a un x sec, donc c'est ce que disait Yann tout à l'heure. Donc si on apprend 38 centimes aujourd'hui, on est à 2 euros l'action. Et si on prend 1,8 milliard, donc faire 2 à 6 à mon avis, 1,8 milliard, vas-y, regarde. Fois 17 le multiple, fois 38, ouais. Donc on a 6 euros. Donc on est entre 2 et 6 euros l'action. Okay, donc je reprécise encore une fois qu'on n'est pas en train de vous dire acheter l'action aveuglément, etc. On est en train d'essayer de vous partager comment on réfléchit. Nous, c'est ce qu'on fait chez Green Bull pour nos investissements. Bottom line, comment on a réfléchi ici? On a regardé le risque-rendement comme d'habitude. On voit que les chiffres, ils ne sont pas astrophysiques. Le business plan, il est assez simple. L'operating plan que je vous mettrai, pareil, en lien téléchargeable sur leur site, il est téléchargeable, où ils nous expliquent ce qu'ils vont faire, etc. Dans la mesure où ils délivrent ce qu'on voit pour l'instant, pareil, c'est pas très compliqué. Donc on peut très rapidement faire des projections et estimer notre risque par rapport à notre rendement. Notre risque, c'est forcément combien on a investi, et c'est forcément à combien est le stock aujourd'hui. Forcément, notre risque, on peut dire que c'est tout perdre. Il faudrait que la boîte fasse faillite, etc., qu'on ne vende pas, mais bref. Notre risque, on va dire que c'est 100%. De cette somme-là, de l'investissement, et c'est pareil pour n'importe quel investissement. Mais maintenant, la question, c'est le rendement. Est-ce que le risque et le rendement sont asymétriques? Ce qu'on cherche, c'est toujours faire un rendement potentiel plus important que le risque. C'est la caractéristique, normalement, d'un bon investissement. Et plus le rendement potentiel est supérieur de façon importante au risque, et plus potentiellement l'investissement est intéressant. C'est pas obligatoire, etc., comme d'habitude, mais c'est un calcul tout simplement de risque-rendement. Ici, on l'a vu sur les chiffres. J'aime toujours pas parler de multiplicateur en bourse parce que le but, c'est pas de dire on vise x5, x10, x100, mais objectivement, là, on parle de multiplicateur. On parle de, on parle de x5, x10, x12. Donc, on voit que le risque, il est de 1 et le rendement, il est de 5, 10, 12. Donc, le risque-rendement est très asymétrique. Et comme tu l'as très justement dit, Guillaume, aujourd'hui, le marché n'a pas compris au sens large, mais tu l'as très justement dit, les institutionnels n'ont pas compris. Alors, c'est même pas qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ne s'intéressent pas encore au stock parce qu'il est trop petit. Eux, ils arriveront un petit peu après. Et également, les analystes ne sont pas sur le titre. Et pourquoi les analystes ne sont pas sur le titre? Parce qu'il est trop petit. Les analystes, ils vont arriver, ils vont mettre en place du coverage sur le titre, c'est-à-dire qu'ils donnent des notes, etc. Ils analysent tout simplement, ils donnent des recommandations. On connaît tous les analystes en bourse. Ils arrivent que quand le titre commence à être un petit peu, un peu plus important, avec un market cap un peu plus important, avec un volume un petit peu plus important, il est un petit peu plus connu, il est un petit peu plus bankable. Et là, ils vont arriver et ils vont faire comme on connaît, avec tous les autres titres. Et au fur et à mesure du temps, plus le marché va comprendre et plus le titre va grossir, plus un nombre important d'analystes vont arriver. 1, 2, 3, 5, et puis après, sur des gros titres, il y a vite 10, 12 analystes qui vont donner des price targets, etc. Et ces price targets sont utilisés par deux types de personnes. Vous, moi, les retail qui veulent investir et qui regardent ce que disent les analystes, mais également les institutionnels, les fonds d'investissement, les banques, etc., les institutionnels au sens large, qui se basent aussi sur ces analyses d'analystes pour mettre en place leur price target. Tout ça, ça va arriver après. Et nous, le play qu'on joue là, c'est justement d'arriver avant tout le monde, d'arriver avant le marché. On cherche on a le maximum risque. Voilà. On est vraiment au début en termes de risque. On est au début. Ça reste un trade très risqué, c'est bien en effet de le mentionner, Yas. L'autre point que j'aimerais compléter par rapport à ce que Yann vient de mentionner ici, c'est qu'une fois que les institutionnels vont rentrer, donc il y a beaucoup plus de liquidité sur le stock et qu'on arrive sur des nouveaux niveaux, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut chercher à collatériser, que ce soit ses actions ou que ce soit pour Visiomed, l'entreprise, aller chercher de la dette moins chère. C'est-à-dire d'aller, du coup, avoir forcément l'accès à de la dette, avoir accès à des investissements supérieurs pour pouvoir ouvrir plus rapidement ou faire de nouvelles acquisitions. Donc c'est vraiment tout l'enjeu ici pour nous dans notre investissement, c'est de réussir à se dire, OK,
est-ce que l'entreprise, ça fait du sens en modèle économique? 2, est-ce que le management fait du sens aussi? Et 3, est-ce qu'il y a la capacité d'aller chercher ce niveau de prix? Et comme tu le disais au niveau au tout début de la vidéo, 100 millions pour une entreprise, ça peut sembler beaucoup. Pour une entreprise cotée en bourse, c'est rien du tout. Et même à 1 ou 2 milliards, c'est toujours considéré comme une toute petite entreprise. Donc c'est juste ça qu'il faut remettre en contexte. Et voilà. Donc encore une fois, rappelez-vous, l'idée ici pour nous, c'est vraiment de partager de façon transparente ce que nous on fait. À aucun moment c'est une incitation pour vous à investir. À aucun moment c'est pour vous autre chose que quelque chose d'éducatif. Et je pense que nous on le fait toujours pareil avec Yann, on partage des choses qu'on aimerait pouvoir avoir retrouvées sur Internet et d'avoir de la transparence. Et c'est ce qu'on fait ici. Et on vous a également partagé de façon transparente notre position pour vous prouver que dans les prochaines updates, on ne vend pas nos actions parce que justement on est sur aussi longtemps qu'il n'y a rien et aucun autre indicateur qui fait qu'on doit sortir de ce trade-là, que le management continue à être dans la démarche dans laquelle il est et que les nouveaux centres s'ouvrent, etc., on va continuer à rester sur notre horizon de temps de 3 ans et plus. Tout à fait. C'est une très bonne idée. On vous partagera au fur et à mesure la position pour vous montrer qu'elle n'a pas changé. Et en effet, tu fais bien de dire ça parce que je l'ai dit en début de vidéo, on nous demande souvent quel est notre price target, quel est notre objectif et quand est-ce qu'on vend, quand est-ce qu'on prend des bénéfices, etc. Alors, on ne peut pas parler pour le futur parce que tout est situationnel, mais en tout cas, on l'a dit, nous, on a un objectif, on l'a vu là avec les multiples, etc. En gros, on peut dire que grosse louche, notre objectif, il est entre 3 et 6 euros l'action, hors éventuelle dilution s'il y en a plus tard, etc. L'entreprise a dit qu'elle n'émettait plus de nouvelles actions, qu'il n'y aurait plus de dilution dans le futur, mais il y a encore quelques BSA, quelques options qui ne sont pas exercées, donc il y aura éventuellement de la dilution. Mais bon, même avec la dilution, les multiples qu'on a vus, entre 3 et 6, dans cet intervalle-là, ça nous semble réaliste, en tout cas à nous. Après, libre à chacun de ne pas être d'accord. Donc notre objectif étant là, à partir du moment où tous les éléments, tous les indices qu'on voit continuent à coïncider avec cet objectif, déjà, on ne réfléchira même pas à changer d'objectif ou à vendre avant. On réévaluera éventuellement quand on sera au moins arrivé là. Et on vous en parlera puisque c'est aussi notre but d'être transparent. Mais déjà, et ça marche d'ailleurs cette façon d'analyser un petit peu les réflexions qu'on vous partage, ça fonctionne avec cette entreprise parce qu'on est en train de faire l'étude de cas de cette entreprise, mais ça marche un petit peu avec n'importe laquelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se base sur des critères objectifs, ici par exemple de multiples débits, de cash flow, et que tout ce qu'on voit, tous les indices qu'on voit, toutes les actions qu'on voit, les actions du management, etc., les chiffres, continuent à aller dans le sens de nos projections. Pourquoi changer de projection ? Oui, si les éléments changent, on change de projection. Mais tant que tout va bien, finalement, on garde la même projection. Donc nous, on est là pour du long terme. On croit en tout cas à cette boîte. On est très content de l'accompagner en tant qu'actionnaire. C'est quoi pour toi les risques sur les risques, sur Visiomed? C'est toujours important de les comprendre. Alors, il y a plein de risques, comme toutes les entreprises du monde. Les plus gros risques que je verrais, c'est que tu l'as dit, c'est une small cap. Donc en effet, qui dit small cap dit volume assez faible, donc volatilité. Quand tu es investisseur court terme, la volatilité, c'est chiant. Ça peut faire peur. Quand tu es investisseur long terme, c'est lissé, donc ça va à peu près. Le marché ne comprend pas, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Pendant combien de temps il ne va pas comprendre ? Ça se trouve, il ne comprendra pas avant un an. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Au bout d'un moment, si les chiffres sortent, voilà. Mais en tout cas, ça, c'est un risque que j'identifie à court terme. Après, il y a un risque systémique global de ralentissement de l'économie, de ralentissement du pays, de la boîte qui peut se péter la gueule, etc. Mais bon, ça reste des risques, j'ai envie de te dire, de faillite, etc. C'est les mêmes sur toutes les entreprises. Ou en tout cas, moi, de ce que je vois aujourd'hui de l'entreprise, je la trouve bien gérée, de ce que je connais du pays, parce que pour être sur place à Dubaï, on croit vraiment à cette économie. On voit chaque jour qu'elle explose un peu plus. Ça fait quelques années maintenant qu'on est là et on voit que ça va vraiment dans le bon sens. Donc pour moi, ce risque n'est pas très important. J'y vois moins de risques que j'y vois d'opportunités, sinon on n'investirait pas. Non, bien sûr, mais c'est juste pour voilà. Pareil. Quel risque tu vois, toi ? Moi, c'est principalement ce que tu as dit. En effet, le côté small cap, comme tu l'as dit, c'est volume, forcément. Le fait que le marché ne comprenne pas, en effet. Et puis, en effet, il y a le côté, c'est à Dubaï aujourd'hui, que tout le retournement de cette entreprise est basé sur le fait que, Smart Salem, c'est bien joli, il va y avoir des centres qui vont s'ouvrir et que chaque centre va générer 6 millions. Donc, pour l'instant, il faut prouver ça. L'histoire a l'air belle. Donc, forcément, sur le papier, c'est sexy. Mais c'est aussi ça le pari, c'est ça qui fait que, pareil, dans un trade, lorsqu'il y a un niveau de risque qui est quand même important, et aujourd'hui il est important, le niveau de retour sur investissement, on l'a vu, peut être important aussi. Si on ajuste, c'est là où le reward est maximum. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous, pour ces raisons-là, moi ce que je trouve très très cool dans Smart Salem,
c'est que c'est un business où on en a juste besoin. Et ce que je trouve vraiment, enfin, on a fait les deux. Moi, j'ai fait mon visa, j'ai pas renouvelé, Yann a renouvelé son visa avant moi. Et moi, je l'ai fait avec l'ancienne méthode. Et en effet, c'est relou, ça prend pas bien 1 à 2 heures. Je me rappelle plus combien, j'ai pas compté à cette époque-là parce que c'était pas le but, mais je me rappelle pas avoir passé moins de quelque chose comme 1 à 2 heures. Toi, c'est d'une rapidité, donc ça répond à un besoin, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un visa à Dubaï, pas le choix. Tu vas passer par la solution la plus rapide. Ouais, et ce que j'ai trouvé très beau, je disais que j'étais passé par la conciergerie VIP, etc. C'est que les mecs qui bossent dans cette conciergerie, ils sont pas bêtes. Ils t'emmènent plus aujourd'hui dans le truc pourri. Ben non. Ils t'emmènent dans le truc qui, pour eux aussi, va plus vite et plus efficace, etc. Donc ils t'emmènent directement chez Smart Salem. Et du coup, ça attire aussi tout ce public qui est important de conciergerie, de trucs clés en main, de gens qui t'accompagnent à faire tes papiers. Il y a même que ça, pour les gens qui ne connaissent pas le tissu, c'est-à-dire à Dubaï, se débrouiller tout seul pour faire son visa, c'est une galère. Ouais, c'est une galère. Donc on passe par des systèmes de conciergerie. Et donc forcément, pour la conciergerie, c'est qu'un avantage. Elle peut faire plus de clients, elle va plus vite. Pour le client, c'est mieux. Donc l'expérience est meilleure. Et là, aujourd'hui, il y a un leader sur le marché, et c'est Smart Salem, qui est en train de s'opérer, ouvrir des centres. Je ne sais pas s'il y a d'autres acteurs. Oui, il y en a, mais c'est que des petits. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas vu, j'en connais pas de gros. Je prétends pas connaître tout le marché de Dubaï, mais le plus gros et le plus sérieux, et en tout cas le plus tech. Enfin, quand tu rentres, on va aller voir après, mais moi, je suis allé dans le premier centre, donc je connais la déco, comment c'est fait, etc. Quand tu rentres, t'as compris, quoi. Le petit robot, le machin, c'est tout blanc, c'est nickel, c'est carré, ça va vite. Enfin, t'as compris, quoi. Tu sais, t'as compris où t'es. C'est super high-tech. Donc ça, c'est cool, je trouve. Le fait que ça soit un business dont on a besoin finalement. Parce qu'on pourrait se dire, ok, tu pourrais vendre un autre type de produit. Là, le produit, il y a le service proposé, on n'a pas le choix de passer par ça. C'est-à-dire, tu peux passer différemment, mais on va dire c'est beaucoup plus douloureux. Donc il répond vraiment à un problème, il y a une solution en face, et c'est intéressant. Donc au niveau de là, c'est cool, et ce que je trouve intéressant aussi, pertinent, c'est que du coup, l'entreprise dans son plan stratégique, elle a une vision globale sur ce qu'elle souhaite faire, et elle a aussi conscience qu'elle va développer géographiquement, dans le but de diversifier ses revenus et de ne pas être exposée sur un seul marché. Donc elle reste aussi consciente de ses points forts et de ses points de faiblesse. Voilà. Et ils ont mis également, et c'est la dernière chose, dans leur plan opérationnel, tu pourras regarder, la possibilité et la volonté de faire de la croissance externe, donc de racheter des entreprises. Et en effet, quand je vois, et on est entrepreneurs nous aussi, donc on gère un peu tous nos boîtes de la même façon, quand ta boîte, elle crache du cash, quand ta boîte, elle fait beaucoup d'argent, beaucoup de free cash flow, tu te retrouves avec beaucoup d'argent dans les caisses. Le but, c'est pas non plus de garder des dizaines de millions dans tes caisses. Donc cet argent, il faut bien en faire quelque chose. L'investir sur de la croissance externe, c'est le moyen de faire plus d'argent très facilement. Tu rachètes une boîte qui est déjà rentable, une autre boîte qui est rentable, tu consolides ton groupe. Ça, c'est également la vision du management, et c'est une vision qui me plaît beaucoup, parce qu'on a également, nous, la même dans notre façon de gérer, notamment Green Bull, et dans notre vision dans le futur. Et c'est comme ça qu'on consolide aussi des groupes, et c'est comme ça qu'on consolide des boîtes qui sont solides. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on arrête le blabla et qu'on aille visiter tout de suite. Avec plaisir. Allons voir le concret de ce qui se passe dans un centre Smart Salem, le numéro 2. On y va, on t'emmène, c'est parti. Bon, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Juste un petit mot sur l'emplacement. Contrairement au premier centre qui est dans une zone, j'ai envie de dire, plutôt résidentielle, là on est vraiment au cœur du réacteur de Dubaï, au centre-ville, c'est très proche de chez moi, je connais très bien ce quartier, je connais très bien cette tour. On est donc à DIFC, Dubai International Financial Center, c'est un des 10 plus grands centres, il est tout le temps dans le top 10 suivant les années et le classement des plus grands centres financiers du monde. Donc autour, dans un rayon de 500 mètres, 1 km, il y a des dizaines de milliers de travailleurs, il y a toutes les grandes banques qui sont là, il y a toutes les grandes entreprises, il y a des pépinières d'entreprises, il y a des accélérateurs, il y a Google qui est là, il y a Apple qui est là, tout le monde est là. Et tous les gens qui bossent à Dubaï dans la finance, dans les startups, dans les cryptos aussi, il y a un nouveau hub crypto, sont là. Et la densité aussi est bien plus importante puisque autour du premier centre, on va dire que oui, il y a des tours, mais les immeubles sont plutôt plus petits. Là, on a des gratte-ciel partout, c'est une forêt de gratte-ciel, le quartier. La capacité, on va le voir, du centre, alors je ne l'ai pas encore vu, mais a priori, des chiffres que j'ai vus est supérieur. Donc, c'est très prometteur. J'ai hâte. Welcome to Smart Salem. Thank you. So Smart Salem, so basically we specialize in medical fitness, which is a prerequisite for residency purposes in the UAE.
But in particular, what we do is we offer a really premium technology-enabled version of medical fitness. Okay. And so, as I think you can see behind me, our sensors are beautifully designed. We make sure we offer a really high-class, comfortable, efficient experience for our clients. And also kind of an earmark of what we do is very much kind of the use of technology. So we're smart, we're efficient, we're innovative in the tools that we use, and the whole time we're thinking about how we can improve the process and make it better and better for our customers. Smart Salem offers the fastest medical fitness results available in the UAE, and that's available in just 30 minutes. And the reason we're able to do that is because we have our laboratory here on site. We have some very cool and clever tools and techniques that we use to make sure that blood gets there as fast as possible. And typically we're able to issue results in less than 30 minutes, so even quicker, but our sort of advertised time, 30 minutes. We've designed our sensors to not only give you your medical results fast, but if you look behind me, we've designed our sensors to be big and we're able to cope with quite large numbers of people. So when you turn up here, there's almost zero waiting time. Okay. So for our blood rooms, we have 7 blood rooms. You get put through really quickly, and again, it's all about customer convenience. It's about making sure that people don't have to wait and get that premium experience. So you go through really quickly. So it's the quickest possible process from start to finish. This centre has really been built to cope with a huge amount of customers. So in our first centre, we might have up to 400 or 500 people a day, which is a little bit more than it was designed for. This centre has been built with far more capacity in mind, so anywhere from 800 to 1,000 people a day. And that kind of is enabled by, again, a lot of smart technology, 7 blood rooms, we've got 3 X-ray rooms. So every time we see something that kind of delays the process, we make sure we fix it, we make it bigger, more efficient. And so this has been very much designed with 0 waiting times in mind. There's a nice level of privacy, sort of a touchscreen door that will close behind you and make sure that your privacy is protected. And in a moment we'll show you we have a one-of-a-kind conveyor belt. So I believe no one else in the UAE really uses this, certainly not for medical fitness. And again, that enables us to get the blood to the lab as quickly as possible, because constantly we're trying to find more efficient ways to speed up our testing times and to get results through. One of the things we realised in our first centre was, we're constantly looking for bottlenecks that slow down the process. Yep. And so we realised one of our bottlenecks was the X-ray rooms, or the X-rays were taking a little bit longer than we wanted. So we put a second X-ray into Sissy Walk, and so that's really helped to speed things up. And now what we've done here is we've kind of gone beyond that. We've built 3 X-ray rooms. So we're starting with 2 that are active, but basically it means that once again X-ray will never be sort of a bottleneck. It won't slow the process down. We can get through our customers' journey much faster. We're really proud to have built this project pretty much on time. We've more or less hit our exact completion date. Yeah. What's next is we have a 3rd centre that we're going to be breaking ground on imminently, and so we'll be building that for the rest of this year with a view to opening it at the end of this year, or at the very latest at the beginning of the next calendar year. And that will be in TCOM Dubai Knowledge Park, and we're super excited about that project. And once that's online, we're going to have extremely good coverage across the whole of Dubai, so we're really looking forward to that. Our TCOM centre will be more or less the same size as this one. Okay. But what we try and do is, with every single centre, we try and improve and take the new innovations and build upon the last. So we hope that it will continue to be better and better. Great. Thank you very much for the visit. Merci bien. Merci bien. Bon, j'ai été ravi de découvrir ce 2e centre qui est encore mieux que ce que je le pensais. Je suis toujours ravi d'être investisseur au sein de Visiomed et de découvrir l'avancée de Smart Salem. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait du bien, le petit commentaire de référencement, s'abonner à cette chaîne pour toujours plus de contenu dans ce genre-là. Je te dis à très bientôt, la team. L'avenir, c'est nous. Ciao. Tu crois qu'il est meilleur quand c'est un robot qui le fait ou pas? Peut-être qu'ils vont me mettre une puce secrète. Je pense que Bill Gates peut me détecter. Ça ne sera plus jamais malade. Je me transforme en Transformer.
this ain't a fluke. I seen it way before it ever happened, he gave me the view. I had to put in my time on the TV, it coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. So here we have our robotic cup of coffee. And also, it's good coffee. Yeah, it's normal looking. It's normal coffee, but it's good coffee. We have a very good supplier. Great. I'm a